on ne se rend plus compte qu'on est stressé. Parce que c'est un peu notre mode de vie moderne à 200 à l'heure tout le temps. Et encore une fois, le corps s'exprime. Et le corps, il n'a pas 36 manières de s'exprimer. Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Natural qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Dans une enquête IFOP publiée en octobre 2022, près de la moitié des Français se sentent fatigués, démoralisés, stressés et irrités. Cette grosse fatigue qui touche toutes les générations semble s'être installée durablement dans notre quotidien. Et si la crise sanitaire a souvent été pointée du doigt, d'autres facteurs comme l'inflation, les nouvelles formes de travail et le poids des incertitudes actuelles peuvent également jouer un rôle majeur. Face à ce constat, de plus en plus de personnes cherchent des solutions concrètes pour retrouver énergie et sérénité. Mais parmi tous les conseils bien-être, les routines anti-stress et les méthodes naturelles pour retrouver la forme, il est difficile de s'y retrouver et de savoir vraiment ce qui est efficace pour soi-même. Alors, pour explorer ensemble les pistes qui permettent de recharger les batteries et de mieux gérer le stress au quotidien, nous avons invité Anne Nguyen. Anne, bienvenue. Bonjour Noémie. Anne, tu es docteure en pharmacie et après plusieurs années d'expérience en officine, tu t'es tournée plutôt vers la naturopathie, convaincue que chacun et chacune peut devenir acteur de son bien-être. Aujourd'hui, tu partages tes conseils sur Instagram où tu as déjà une grande communauté et en 2024, tu as même publié un livre, je l'ai avec moi, aux éditions Marabout qui s'appelle « Mes gestes naturaux pour optimiser ma santé », un guide pratique pour adopter des gestes naturels au quotidien. Alors, merci beaucoup encore d'avoir répondu à notre invitation. On s'est rencontrés pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Oui. Et j'aimerais un peu te connaître plus personnellement avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme tu le sais déjà, chez Sunday Natural, le nom vient de Sunday, du dimanche en anglais, qui représente le jour du repos, de la méditation, de la régénération aussi. Bref, le dimanche, c'est le jour où on peut tout faire. Alors, je suis curieuse de savoir, toi, si le dimanche, tu te reposes. Le dimanche, je me repose, exactement. Et le mot repos est très important. Et le dimanche, je profite de mes proches, de ma famille. C'est un moment qui doit nous ressourcer. Donc, je suis complètement partisane du dimanche chill, repos. Mais dans le repos, on peut faire du sport, on peut cuisiner. Voilà, on peut vraiment profiter de ce moment pour soi et aussi avec ses proches, parce que je pense aussi que le besoin d'être avec ses proches et de partager ces moments précieux, ça aide énormément, aussi bien sur notre santé que dans notre état d'esprit et notre mental. Je suis contente alors que tu prennes soin de ce jour-là. Avant d'être naturopathe, tu étais pharmacienne. Qu'est-ce qui t'a fait un peu abandonner la pharmacie traditionnelle pour te mettre complètement au profit de la naturopathie ? Alors, je me considère toujours comme pharmacienne. C'est quand même mon cœur de métier, c'est ma passion. Enfin, c'est toujours le médical pour pouvoir en fait accompagner les gens dans leur santé. En fait, ce qui a fait que j'ai complété mes compétences de pharmacienne avec la naturopathie, c'est toujours ce besoin de rendre l'autonomie aux personnes, l'autonomie pour leur santé. Après, il y a eu un événement de vie, je me suis expatriée au Canada. Donc, je n'ai pas forcément exercé directement en officine au Canada parce qu'il fallait passer une équivalence, etc. Donc, c'est un peu cette expatriation qui m'a permis en fait, de compléter mon cursus avec une école de naturopathie. Mais en même temps, au comptoir, ce que je faisais déjà, beaucoup de conseils, j'accompagnais donc les traitements de mes patients, etc. Mais j'avais besoin de leur prodiguer des conseils de vie, d'hygiène de vie, en fait, pour les accompagner parce que c'est pas très cohérent de prendre soin de sa santé sans se rendre compte du quotidien, de ce que l'on fait tous les jours, de ce que l'on mange, de comment on dort, est-ce qu'on fait une activité physique. Et ça, c'est ce que la naturo apporte. Donc, et c'est ce qui me manquait un petit peu au comptoir. Alors, on n'a pas toujours le temps, les médecins n'ont pas toujours le temps, mais c'est vraiment ça que je voulais compléter. C'est pour ça que je me suis tournée un petit peu plus vers la naturopathie, mais pour moi, tout est complémentaire. En fait. C'est pas juste du coup la symptomatique, mais vraiment tout ce qu'il y a derrière, les causes, les petits gestes qu'on fait tous les jours. Mais c'est ces gestes du quotidien, c'est pour ça que j'ai appelé le livre « Mes gestes naturaux » parce que c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on cumule, tous ces petits gestes, mais qui sont parfois très simples,
qui ne nécessite pas de grands moyens, mais qui impacte et sur notre santé, et sur notre morale, et sur notre façon de gérer le stress, etc. Donc c'est pour ça que je pense que la naturopathie a sa place dans l'accompagnement de la santé et dans la prévention santé aussi. Et ça aussi, c'est un point important, la prévention santé. Parce qu'on va traiter effectivement les maladies, mais avant ça, avant effectivement d'être malade ou de tomber malade, c'est mieux de préserver le capital santé que l'on a déjà. Et ça se passe au quotidien. Je vais le répéter peut-être déjà encore une fois. La santé holistique, du coup, ça veut dire vraiment prendre en compte différents facteurs de la vie, de la santé d'une personne. Sur Instagram, l'année dernière, on avait fait un post sur les 5 piliers du bien-être, où on comptait l'alimentation, l'activité physique, le repos, l'environnement et la sociabilité. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, vraiment. Alors, les piliers ils sont très, très bien choisis. On peut l'activité physique, c'est par exemple, j'en prends un, mais c'est vrai que tous les autres, l'alimentation, on mange quand même 3 fois par jour, donc ce qu'on met dans notre assiette a forcément un impact. Ou ce qu'on met pas d'ailleurs dans notre assiette, ça aussi, ça a un impact. Mais l'activité physique, c'est même mieux qu'un médicament en soi, parce que on est toujours dans cette prévention santé, et faire de l'activité physique, c'est déjà lutter contre la sédentarité. Et pour moi, la sédentarité, c'est un énorme fléau. C'est un mot qui est un peu fort, mais c'est même un tueur silencieux, en fait, parce que c'est ce qui amène à beaucoup de maladies métaboliques, à beaucoup de maladies modernes. Et on est sédentaire maintenant, on devient sédentaire par le travail, par les écrans, par beaucoup de choses. Donc il faut absolument lutter contre cette sédentarité et intégrer ces piliers. Mais bon, l'environnement dans lequel on vit, et tout ça, ça joue encore une fois aussi bien sur notre état physique, donc la façon dont notre organisme fonctionne, mais sur notre mental. Et on sait bien que notre mental, notre état d'esprit, il est aussi lié à notre état physique. Enfin, on va parler peut-être de cet axe intestin-cerveau, et c'est vraiment un ensemble, et c'est pour ça qu'on parle d'holistique. On en parle nous aussi qu'il faut bouger régulièrement. Tu me parles même de fléau à ce point-là. Oui, je parle de fléau. Est-ce que tu as d'autres sujets en particulier pour lesquels les gens viennent te consulter ? Il y a beaucoup de... Enfin, on ne va pas parler du burn-out ou autre, mais la majorité déjà, c'est beaucoup de femmes, mais qui sont débordées. Donc, la charge mentale, c'est vrai. Alors, il y a d'autres... je ne vais pas faire homme, femme séparément des côtés, mais j'ai beaucoup, beaucoup plus de femmes qui consultent aussi et qui se rendent compte que leur mode de vie, en fait, elles ne pensent pas à elles. Et ça, c'est quand même... C'est peut-être simple à dire, mais pensez juste à vous, prenez du temps pour vous. C'est plus facile à dire qu'à faire, a priori. Mais ça, c'est quand même un autre fléau de notre société moderne, où il faut toujours faire plus, toujours être dans la performance. Pour les autres. Quand on est maman, on a son travail, la famille, la maison, les amis. Il faut être au top pour tout. Qui sait qui passe en dernier ? C'est souvent soi. Il y a beaucoup de phrases qu'on entend, même dans notre entourage. Je suis fatiguée, je suis épuisée. On a l'impression que c'est un problème qui est juste devenu normal d'être fatigué. Comment on peut reconnaître si c'est vraiment une fatigue qui est normale ou une fatigue qui est vraiment pas normale ? Oui. La fatigue, c'est quand même un des premiers motifs de consultation. Il y a beaucoup de causes de fatigue. Une fatigue normale, c'est une fatigue qui va être due à une suractivité et à un manque de repos. En fait, les deux. On travaille trop, on fait trop de choses et on ne laisse pas le temps à notre corps de se ressourcer, de se reposer. C'est un équilibre qu'il faut obtenir. Donc, si la balance, en fait, trop de travail, pas assez de repos, elle est déséquilibrée, bien forcément qu'on va être fatigué. Mais ça, c'est une fatigue qui est normale, et avec du repos, on va récupérer. Sauf que quand ça dure dans le temps, qu'on ne se repose jamais ou qu'on a d'autres facteurs qui viennent aggraver cette fatigue, alors ça peut être des pathologies, ça peut être des carences, ça peut être pas assez justement d'apport en fait énergétique dans l'assiette pour donner justement ce qu'il faut à notre corps pour fonctionner. Donc il y a beaucoup d'autres causes aussi. Et à ce moment-là, si la fatigue, on va dire, n'est pas réglée avec le repos, il faut quand même se poser des questions. Et surtout, si c'est... Après, on parle de fatigue chronique, mais plutôt au-delà de 6 mois. Mais déjà, voir si rien qu'avec le repos, on récupère et on se sent moins fatigué. Ça, c'est plutôt une fatigue normale. Tu parlais dans ton livre d'asthénie. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement ? C'est le terme médical pour indiquer qu'une fatigue, elle est
pas régler avec du repos. Mmh. À ce moment-là, il faut aller voir des causes un peu plus internes, un peu plus profondes. Voilà. Est-ce que, il y a des pathologies? Est-ce que, il y a justement pas assez d'apport nutritionnel? Est-ce qu'il y a des troubles digestifs qui pourraient générer ça? Est-ce qu'il faut aller un petit peu investiguer? C'est dans ce sens-là qu'il faut pas justement hésiter à consulter, à voir d'où pourrait venir le problème. Du coup, c'est quoi la différence entre asthénie et fatigue chronique? Alors, il y a fatigue chronique. Alors, c'est une asthénie qui dure plus de 6 mois. Ok. Donc, juste ne pas confondre fatigue chronique et syndrome de fatigue chronique, qui est défini par l'OMS, qui est une pathologie qui n'a rien à voir avec la fatigue, mais qui n'a pas d'origine connue, mais qui est autre chose par rapport à la fatigue chronique. Est-ce que du coup, si on consulte, on peut avoir un diagnostic? Alors oui, on peut surtout trouver d'où ça peut venir. Par exemple, une carence en fer, tout simplement, peut vous générer de la fatigue. Donc, et les anémies qui s'en suivent, etc. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment un diagnostic qui est posé. Et puis, il peut y avoir d'autres troubles, d'autres pathologies, malheureusement, qui peuvent générer aussi de la fatigue. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment toujours important de consulter. Une fois que ces causes majeures, on va dire, sont éliminées, effectivement, on peut travailler sur son hygiène de vie ou autre et augmenter ses phases de repos pour retrouver vitalité et forme. Est-ce que du coup, en travaillant sur son hygiène de vie et en faisant attention à son sommeil, ça évite déjà la fatigue? Je pense, oui. Je pense parce que, comme je parlais de cette balance activité-repos, tant que ce repos n'est pas suffisant et n'est pas «priorisé» entre guillemets, eh bien la fatigue, elle sera toujours là. En fait, c'est simple à C'est une fonctionner. équation, C'est quoi. une équation, voilà, mathématiquement. Sauf qu'on se rend compte que dans nos vies, est-ce qu'on priorise vraiment son sommeil? Est-ce qu'on priorise vraiment ses temps de repos pour se ressourcer? Est-ce qu'on laisse notre corps récupérer de tout ça? Est-ce qu'on laisse se recharger? C'est ça, en fait, je pense, la question. Et au final, on le traite pas, enfin, on prend pas soin de son corps de la bonne manière si on ne lui laisse pas le temps de repos nécessaire. Tu parlais avant de carences en fer. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de carences nutritionnelles qui ont pour symptômes la fatigue, Oui. Magnésium, fer, B12, D, mais il y en a plein d'autres, j'ai l'impression. Et il y a même des maladies chroniques où ça commence par la fatigue, des maladies auto-immunes, Ouais. métaboliques, endocriniennes. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément direct un diagnostic parce que ça a une présence dans plein d'autres choses. C'est tout à fait ça qui est difficile à déterminer. C'est pour ça que le corps, il est bien fait. Quand on parle de fatigue, le corps s'exprime. Le corps, il vous dit, là, je manque de choses. Je manque de repos, je manque de micronutriments, je manque d'énergie. Donc le corps s'exprime, en fait. Donc il faut le prendre comme un signal. Donc le signal de la fatigue, il faut le prendre en compte et pas se dire juste, ça va passer. C'est ça qu'il faut. Donc écarter les troubles majeurs, c'est pour ça que j'insiste toujours auprès des personnes pour qu'ils aient toujours un suivi médical. Ça, c'est hyper important. Comme tu l'as dit, ça peut être les précurseurs, ça peut être un premier signe de pas mal de pathologies. Mais les carences micronutritionnelles, c'est quelque chose dont je parle souvent parce que on oublie la base pour permettre à notre corps de fonctionner. Ce sont des éléments essentiels qui sont vraiment nécessaires à tous les niveaux, au niveau de la cellule, au niveau tissulaire, au niveau de la mitochondrie. Voilà, c'est tout ce qui se passe en fait à cette échelle-là, on ne le voit pas, mais notre corps, il a besoin de ces micronutriments-là. Alors ça se trouve bien sûr dans l'assiette, mais ça peut aussi se trouver bien sûr dans la supplémentation. Donc c'est important, pour moi c'est des bases et c'est des micronutriments qui sont tellement prépondérants sur tous nos phénomènes, nos réactions biochimiques. Je parlais du fer, mais effectivement, je ne présente plus la vitamine D, mais c'est un des premiers signes et je ne présente plus non plus le magnésium. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce qu'il faut et de donner ce qu'il faut à notre corps. C'est pratiquement l'essence à notre moteur Vraiment. pour pouvoir rouler et rouler vite. Exactement. Du coup, si on fait attention à notre hygiène de vie, à quel moment on a besoin quand même d'un coup de pouce avec, je sais pas, des plantes, des compléments alimentaires? C'est quoi le moment où il faut se dire peut-être qu'il faudrait se pencher plutôt là-dessus? Alors, l'hygiène de vie, c'est quand même important, les piliers qu'on a cités, etc. Prioriser son sommeil, l'activité physique, bien manger, varié, équilibré, c'est hyper important parce que l'alimentation, c'est notre premier pourvoyeur
de macronutriments, donc tout ce qui est protéines, glucides pour l'énergie, mais aussi de micronutriments. Donc c'est très important. Et la supplémentation et les plantes, c'est génial parce que ça n'a pas qu'une fonction de venir compléter une carence. Ça a aussi une fonction physiologique. Ça peut déjà venir soutenir. Donc on n'a pas besoin d'attendre de manquer pour en prendre. Par exemple, la vitamine D, c'est très important de maintenir un taux optimal. C'est prouvé. Je veux dire, on a plein d'études scientifiques qu'un bon taux de vitamine D, un taux optimal de vitamine D, préserve la santé, permet de soutenir une bonne immunité, évite les maladies auto-immunes, améliore en fait l'équilibre intestinal du microbiote, permet de limiter l'inflammation, joue dans le stress oxydatif. C'est tellement de choses que... Donc c'est pour ça que c'est intéressant, même avant d'en manquer, de pouvoir en fait en prendre. Donc ça n'a pas que cette fonction de corriger, ça a aussi un rôle physiologique très important. Donc pour moi, c'est pour ça que je les appelle les essentiels, parce que même si on n'en manque pas, on peut venir soutenir notre organisme avec ces micronutriments-là. Et après, les plantes, elles ont une action vraiment équilibrante. Elles vont venir tonifier quand il y a besoin. Elles peuvent calmer quand c'est nécessaire aussi. Donc les plantes sont aussi un très bon soutien. Il y a des plantes qui existent. Je sais que j'en prends déjà même pour me reposer. Même rien que le CBD, on le connaît déjà beaucoup. J'avais envie de te partager quelque chose que moi, en tout cas, j'expérience. J'ai l'impression que parfois mes problèmes de sommeil, c'est souvent lié au surmenage. Genre, les pensées, elles tournent en boucle, pas mal de charge mentale. Et en fait, je m'en rends compte que quand j'ai la mâchoire bloquée, j'ai du mal à respirer. Et c'est à ce moment-là où je sens, ça, c'est pas normal, c'est du stress. Mais alors, j'imagine que tout le monde réagit pas comme moi, mais est-ce que c'est pas aussi un problème, c'est qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'on est stressé pour pouvoir prendre le temps de faire autre chose, respirer Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. On ne se rend plus compte qu'on est stressé parce que c'est un peu notre mode de vie moderne à 200 à l'heure tout le temps. Et encore une fois, le corps s'exprime. Et le corps, il n'a pas 36 manières de s'exprimer. Donc, il va soit palpiter, soit avoir des douleurs au ventre. On parlait de fatigue, etc. Mais ce stress-là a un impact à beaucoup de niveaux dans notre corps. Surtout s'il reste permanent, s'il se prolonge, s'il dure ou si l'intensité est très élevée, ça a un impact vraiment physiologiquement sur nos propres cellules et puis sur la façon dont on réagit exactement. On n'a plus aussi la même résistance. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. Donc, ces signes-là, il faut vraiment, c'est vrai, le prendre en compte. Mais souvent, on se dit, ça va passer. C'est vraiment le et terme. avec la durée, le stress, ça peut entraîner des inflammations. On peut avoir aussi des problèmes de cortisol. Complètement. C'est quoi, du coup, les habitudes que tu recommandes pour éviter le stress? Le stress, c'est quand même, encore une fois, comme la fatigue, une réaction à un événement, à quelque chose. Donc le stress, normalement, est une réaction normale. On parlait avant de fuir ou de combattre, c'est-à-dire que le stress nous permettait cette montée d'adrénaline, de contracter nos muscles et que le sang afflue directement au cerveau pour qu'on puisse réagir et qu'on puisse vraiment se dire qu'est-ce que je fais dans cette situation d'urgence. Donc c'est un peu, si vous faites attaquer par un lion, vous allez vous dire est-ce que je cours vite ou est-ce que je reste là à attendre? Ça, c'est utile, le stress, à la base. Sauf que quand il dure très longtemps, ce pic d'adrénaline ou ce taux de cortisol trop longtemps élevé, il épuise nos ressources. Il épuise énormément de nos ressources. Tous les micronutriments qui sont nécessaires à la synthèse de ces neurotransmetteurs, du cortisol, de l'adrénaline, de la dopamine, etc., ils ont besoin de micronutriments comme le magnésium, comme du zinc, comme de la vitamine B6. À un moment donné, le corps, il n'a plus assez. Et parce que ce stress dure trop longtemps et ces taux de cortisol hyper élevés, ça a un impact. C'est l'hyperglycémie, c'est les palpitations cardiaques. Il y a beaucoup de choses, en fait. Et quand c'est trop long, on épuise notre organisme. Et ça, on l'oublie. Et au niveau de la cellule, quand il n'y a plus assez de micronutriments, notre cellule, c'est des petites usines. C'est des petites usines qui, normalement, sont censées produire de l'énergie via la mitochondrie, par exemple. Mais quand ces cellules, elles produisent de l'énergie, elles produisent aussi des déchets. Et donc, du stress oxydatif. Notre corps est capable de le gérer quand il y a assez d'antioxydants et de micronutriments.
Sauf que quand il n'y en a plus assez, eh bien, il y a plus de déchets, plus de stress oxydatif, plus d'inflammation, plus de dégâts cellulaires. Et cette inflammation, elle peut se généraliser. On parle de cellules, mais si ça se généralise après au niveau des tissus, voilà, ça peut vraiment impacter. Je ne vais pas parler des intestins. Voilà, quand l'intestin devient trop perméable et que ça laisse passer beaucoup de choses, ça a une conséquence sur notre immunité. Voilà, c'est un vrai impact au niveau de notre fonctionnement à l'intérieur de notre corps, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les habitudes, il faut mettre plein de choses en face, mais je pense qu'une fois qu'on a pris conscience que ce stress impacte physiologiquement notre corps, on peut comprendre qu'il faut vraiment limiter et augmenter cette résistance au stress. Moi, j'ai déjà quelques habitudes pour un peu mieux gérer. Le soir, je prends des tisanes, ça m'aide déjà beaucoup. Du CBD aussi, de la lavande avant d'aller dormir. J'ai vu que tu avais pas mal de plantes aussi que tu utilisais dans ton livre. Est-ce que tu as des choses à nous recommander, surtout peut-être qui viennent de chez Sunday, pour compléter cette routine, par exemple? Alors, ne manquez surtout pas de vitamine D, de magnésium, de zinc et d'oméga 3. On a noté, de toute manière, tu n'es pas la seule à avoir ce discours-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère le répéter, mais avant de parler, sans cette base-là, ça me semble un peu compliqué. Sur les plantes adaptogènes, pour moi, elles ont toute leur place dans notre vie actuelle, notre vie moderne. Ces plantes adaptogènes, elles sont capables d'augmenter notre résistance au stress et de fournir un peu d'énergie quand on a besoin, tout en gérant, en fait, en ayant un petit peu plus d'équilibre hormonal quand il y a besoin aussi de calmer. Donc, des plantes comme la rhodiole, par exemple, elle est formidable, cette rhodiole, une plante sibérienne qui résiste à des conditions extrêmes. Et la rhodiole, les plantes adaptogènes, j'aime bien toujours recommander des cures au moins de 3 mois, ce qui est un peu nécessaire pour bien retrouver l'équilibre. Et la rhodiole, elle a une très belle action sur l'anxiété. Elle va donc aider à améliorer aussi un bon sommeil, à mieux gérer le stress. Et c'est une très, très belle équilibrante aussi. Donc, même quand on est hyperactif, quand on est vraiment submergé, surmené, la rhodiole, elle va vraiment venir aider. Mais il y a tellement d'autres plantes adaptogènes. Moi, j'aime beaucoup l'éleutérocoque aussi, le ginseng. L'éleutérocoque, c'est le ginseng. Le ginseng sibérien? Sibérien, c'est ouais, ça. Okay. Donc ça, c'est une très belle plante parce qu'elle a une très belle action au niveau de nos performances intellectuelles et sur notre mental aussi. Donc quand on a besoin, je trouve que ça fonctionne. Elle est assez générale, elle convient parfaitement à tout le monde. Et le ginseng, dans les organismes épuisés et fatigués, alors le ginseng rouge, coréen plutôt, il est fabuleux. C'est vraiment, on retrouve une énergie assez incroyable avec le ginseng. Donc vraiment, sur les plantes adaptogènes, on a vraiment du choix. Et d'autres sont vraiment très intéressantes. La ashwagandha, par exemple, quand on se sent très fatigué pour améliorer son sommeil, c'est vraiment une très belle adaptogène aussi. Top, j'y penserai. En plus, on a des gummies à la ashwagandha maintenant. Donc j'y penserai. Je repensais encore à une autre question. Je me disais, c'est quoi du coup la journée type du lever au coucher pour ne pas être fatigué et ne pas être stressé? Alors, c'est pas facile, une journée type, ça dépendra évidemment du train de vie, du mode de chacun. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de sommeil, qu'il fallait qu'il soit bien récupérateur. Le sommeil, ça se prépare dès le matin. C'est pas uniquement au moment du coucher. Je vais en parler après dans la routine du soir, mais le matin, la première chose qui est importante, c'est d'exposer ses yeux à la lumière naturelle, parce que notre corps, il est cyclique, il fonctionne avec un rythme circadien, jour-nuit, donc il faut bien lui signifier que c'est le début de la journée, et donc c'est cette lumière naturelle qui va donner les bonnes informations. Donc idéalement, on s'expose très vite, si on peut dans la première heure, si on peut au moins dans les 2 premières heures du matin, à la lumière naturelle. Donc on ouvre ses volets, on profite tout de suite. Même s'il n'y a pas de soleil, c'est quand même la lumière naturelle. Donc si on peut sortir marcher, se mettre en mouvement, comme je vous le montre au quotidien. Sortir le chien. Exactement. Le chien, c'est le meilleur ami en fait de l'homme. Il nous aide et il nous maintient en bonne santé, justement. Ça crée du mouvement déjà. Donc on oxygène nos muscles, nos tissus. Donc c'est très important. Donc vraiment le matin, j'invite, si on peut, à pouvoir vraiment profiter de l'extérieur. Si vous allez au travail, par exemple, marchez et descendez 2 stations avant pour pouvoir marcher, ou aller 2 stations plus loin pour
vraiment profiter de ce début de journée. On m'a parlé du café, etc. Évidemment, petit déjeuner plutôt protéiné avec des bons gras. Le café, on le prend plutôt à la fin. Si on a des compléments à prendre, on les prend. Donc là, normalement, on démarre bien la journée. On évite les fringales déjà avec un bon petit déjeuner protéiné, le coup de barre du fameux coup de barre du 11 heures. Ensuite, un bon repas équilibré. On évite Enfin voilà, on évite l'alimentation anti-inflammatoire, elle est quand même importante quand on est fatigué et qu'on est hyper stressé. Donc les aliments ultra transformés, c'est quand même Moins bon. voilà, c'est quand même de manière occasionnelle. Donc C'est quoi ce qui est anti-inflammatoire en nourriture alors, moi j'adore le régime type méditerranéen. Ça va permettre vraiment d'amener des fibres, des antioxydants et des bons gras. Donc une assiette simple va être parfaite. Je parle souvent quand j'en parle à mes consultantes, riz, poulet, haricots verts, vous embêtez pas plus. tout C'est tout. Vous embêtez pas plus. Il faut des légumes dans votre assiette, une bonne portion de glucides, une portion de protéines. Et si vous avez une bonne portion de protéines, vous aurez aussi l'énergie nécessaire pour tout ce dont votre corps a besoin pour fonctionner. Donc pareil, un petit déjeuner varié. Si on peut toujours garder un peu de mouvement, par exemple en post-digestif, après le repas du midi, aller marcher ne serait-ce que 10 minutes, ça aide énormément. Tout ce qui est dîner, coucher, le dîner ne doit pas être trop proche du coucher. Encore une fois, je disais, l'énergie nécessaire à la digestion, c'est important. Et créer un rituel du coucher, c'est vraiment permettre à son corps aussi de bien se reposer. Donc, pas d'écran 1 heure avant. On évite, pareil, de grignoter trop tard le soir aussi. Et on déconnecte un petit peu son cerveau. On le prépare en fait à un peu plus de sérénité. Donc une lecture, de la musique douce, on fait attention à la lumière dans sa chambre, son environnement, la température ne doit pas être trop élevée dans la chambre aussi. Tout ça, ça contribue en fait aussi à un bon environnement pour son sommeil. Donc c'est très simple en fait, une journée, on profite de la lumière naturelle la journée, on se prépare à un bon sommeil, on mange de manière plutôt variée, équilibrée, on limite les produits ultra transformés et ça fonctionne. C'est très simple. Tu parlais tout à l'heure de l'influence du stress sur le ventre. Oui. On parle même parfois que l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Les intestins, c'est notre Les deuxième. intestins. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Les intestins, c'est vraiment fabuleux la façon dont ils fonctionnent. Les intestins, c'est notre frontière entre entre le milieu extérieur et notre milieu intérieur. Notre milieu intérieur, c'est le sang. Tout ce qui passe dans le sang doit passer par les intestins. Ce qu'on va manger, on va l'assimiler via les intestins. Et normalement, c'est un filtre, il sélectionne ce qui doit passer dans les intestins. Donc il faut qu'il fonctionne correctement. S'il ne fonctionne pas correctement, eh bien forcément, il va laisser passer des choses qui ne sont pas bonnes pour notre organisme et qui vont créer et générer des réactions en cascade, donc de l'inflammation par exemple. C'est très important de prendre soin de ces intestins, donc déjà pour ce premier phénomène, mais c'est surtout qu'il existe un axe intestin-cerveau, c'est-à-dire que dans nos intestins, si vous ne le savez pas encore, il y a des millions de neurones. C'est le système nerveux entérique. Il y a plein de voies de communication aussi avec le cerveau et les intestins. Il y a notamment ce fameux nerf vague également, mais il y a aussi la production de métabolites. Nos petites bactéries qui sont dans nos intestins, qui sont dans notre microbiote, vont aussi produire des bons métabolites, notamment les acides gras à chaîne courte, qui vont aussi être bénéfiques, qui vont être neuroprotecteurs aussi pour notre cerveau. Donc il y a plein de voies de communication entre notre cerveau et nos intestins. D'ailleurs, quand on stresse ou quand on n'est pas bien, on a tout de suite très mal au ventre aussi. La boule au ventre. Même. Exactement, ce terme-là, il est réel, mais inversement. Quand on a mal au ventre, ça va aussi en fait générer du stress. Donc vraiment, tout est lié et cet axe de communication, il est très important à prendre en compte. Et avoir une bonne santé intestinale permet aussi d'avoir une bonne santé au niveau cérébral et donc de jouer aussi sur tout notre système nerveux, le stress, l'anxiété, nos émotions, notre humeur, etc. Je pars sur un sujet complètement différent maintenant. Y a pas mal de gens qui nous écrivent même à Sunday parce qu'ils sont un peu démunis devant ce qu'on appellerait le Covid long. Il y a pas mal de gens qui ont fait des recherches sur les mitochondries. Oui.
Est-ce que toi, tu es un peu au courant de ça, de ce qui se passe en ce moment? La santé mitochondriale, enfin, cet organisme, j'en ai parlé au début, comme la cellule est une usine, en fait, qui est censée produire de l'énergie. Et en fait, la centrale nucléaire de notre cellule, c'est la mitochondrie, effectivement. Et quand il y a une attaque, parce que c'est clairement une attaque, que ce soit par différents agents pathogènes ou autres, mais là, c'est une attaque, les cellules sont épuisées. Et s'il n'y a pas assez de ressources, eh bien, il y a ce qu'on appelle en fait un épuisement mitochondrial et forcément qu'il n'y a plus de production d'énergie si les mitochondries ne fonctionnent pas bien. Quand on parle souvent d'inflammation et de stress oxydatif, c'est souvent l'impact se fait directement sur les mitochondries. Et les mitochondries, elles ont besoin d'énormément de micronutriments pour fonctionner. On revient toujours au même principe en fait. On revient toujours à cette base-là que je répète souvent et qui finalement vaut pour beaucoup de choses. Si on manque de ces micronutriments, ces essentiels-là, c'est compliqué pour fonctionner. C'est compliqué pour nous, mais c'est compliqué surtout pour nos cellules et pour nos mitochondries. Donc, c'est possible en fait d'éviter, enfin de limiter les impacts de ces attaques-là, de pathologies, d'infections, en ayant une bonne santé cellulaire et enfin en ayant ce qu'il faut pour que nos cellules fonctionnent. Et donc, je parle souvent de ces micronutriments-là, vitamine D, zinc, vitamine B, magnésium, oméga, Oméga. etc. J'ai un petit jeu pour toi. Ok. À chaque fois, je ramène un petit jeu. Ça me fait plaisir. En plus, ça ouvre un peu le débat. J'ai même donné un nom à ce jeu. Ça s'appelle routine à adopter ou à abandonner. C'est généralement des routines que je retrouve chez moi, dans mon entourage. Donc, c'est pas quelque chose de farfelu non plus. Je vais commencer avec la première. C'est prendre un petit déj salé. Alors, oui, On abandonne ou on adopte? on adopte. On adopte, mais attention à ce qu'il y a dans le salé. Le salé doit être aussi riche en protéines et en bons gras. Bon gras, donc Oméga pas ce 3. qui est frit. Exactement, voilà. non. Parce que, bon, voilà, si, il y a salé et salé en même temps. Donc, on adopte protéines et bons gras. Et sauter le petit déjeuner. Ça dépend pour qui. Ah, donc ça dépend des personnes. Il faut juste voir si... Exact. Ce serait quoi le facteur C'est ce qu'on pour appelle un voir peu si le on jeûne peut- intermittent, finalement. Il y a des organismes qui sont capables et qui ont besoin d'avoir du repos digestif, donc c'est pas complètement contre-productif. En revanche, il y a des organismes qui, au réveil le matin, ont besoin quand même d'un bon apport énergétique. Donc des organismes un peu fatigués ou en déséquilibre hormonal, je recommande pas. Hmm. Et boire du café à jeun dès le matin. Non, on n'adopte surtout pas, on évite, on évite. On peut boire du café, mais c'est mieux d'attendre 1 heure, 1h30 après le réveil pour respecter la physiologie de son taux de cortisol qui est déjà au pic. Donc, on ne va pas un peu venir perturber. Donc, le café, plutôt à la fin du petit-déj ou 1h30 ou à la pause du matin à 10h, c'est mieux. On m'a dit même pas avant 11h. Non, 1 heure, 1h30 après le réveil, Ok. ouais, on est En déjà... France, on est des très gros buveurs de café. Donc C'est pour je dis ça, on 11 va heures. pas pousser. C'est compliqué parfois d'attendre 11 heures, donc. Ensuite, j'ai le dîner copieux du soir devant la télé. Ça dépend de votre capacité digestive, je dirais. En fait, les repas, pour moi, ils doivent fournir des macros et des micros, mais en quantité suffisante par rapport à ses besoins. Donc, si quelqu'un n'a pas mangé de la journée, je vais pas lui dire. Mange pas le soir. Exactement. Mais quelqu'un qui a une capacité digestive difficile, il pourra pas s'endormir, enfin, se coucher tout de suite après, parce que l'énergie, la digestion demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est quand même mieux pas trop copieux non plus, de toute façon. Mais voilà, ça dépend pour qui. Tu l'as déjà dit, je pense que je vais pouvoir répondre même à ta place, prendre des plantes adaptogènes. Grand oui. Grand oui. Se coucher à 23h30 chaque soir. Chaque personne a son propre cycle du sommeil. Déjà, je pense que se coucher avant minuit, c'est pas mal. Mais un peu avant 23h, c'est encore mieux parce que c'est vrai que la première phase dans le sommeil, il y a plusieurs... il y a Un des petit cycles. train. Voilà, il y a un petit train. Et la phase d'endormissement, en général, il faut pas trop la louper. Donc, peu importe l'heure à laquelle vous allez vous coucher, mais quand vous avez sommeil, il faut pas attendre, en fait. C'est plus ça qui...
Donc il y a les premiers signes, faut pas traîner parce que si on loupe le train, on prend le suivant et ça décale en fait les cycles. Même quand on a l'habitude de se coucher à la même heure. C'est très bien de se coucher en fait à la même heure parce que du coup l'organisme lui il retient, il est capable d'adapter ses cycles. Donc il y a il y a des personnes qui sont plus nocturnes qui vont se coucher plus tard, mais idéalement la première partie de nuit elle est beaucoup plus réparatrice en général. Donc c'est vrai qu'avant 23h c'est bien. Et prendre une multivitamine. J'adopte Ouais. à fond. Les multivitamines, en fait, elles vont pouvoir justement constituer cette base de micronutriments et toujours avoir cette action physiologique dont je parlais. C'est pas pour venir combler quelque chose, c'est justement amener ce qu'il faut pour que l'organisme, soutenir l'organisme et lui donner ce dont il a besoin. Donc c'est si simple que ça en fait. Très simple. Ça peut être simple. Ouais. J'adore la simplicité. En plus chez nous on a le All-in-One One a Day où c'est vraiment juste une gélule, donc c'est top. Marcher plutôt que faire du sport. Les deux. Parce que souvent, alors, je prône la marche, je ne sais pas si vous le voyez, moi je marche quasiment tous les jours, qu'il fasse 30 degrés ou moins 20, parce que ça, vous pouvez me voyer marcher Canada, oui. ouais, voilà, dans la neige, mais marcher, c'est important parce que ça lutte contre cette sédentarité. Bouger un peu tous les jours, c'est important. Mais faire une activité physique, c'est souvent en plus, et c'est aussi important, du renfort musculaire ou autre, c'est très important d'avoir une bonne masse musculaire. Je ne vais pas parler de la masse musculaire, mais une bonne masse musculaire, c'est un bon signe de santé. Et pratiquer la méditation. Très bien, j'adore la méditation. Tout ce qui va vous permettre de vous relaxer, de vous détendre, que ce soit la méditation, que ce soit les exercices de respiration, c'est aussi du temps pour soi. Et oui. C'est quoi les exercices que tu Les recommandes? La cohérence cardiaque, c'est très simple. Ça vous prend 5 minutes, 2, 3 fois par jour si vous voulez, et ça change beaucoup de choses. Ça régule vraiment ce rythme cardiaque en fait qui redevient un peu plus physiologique, et ça change beaucoup de choses. C'est gratuit déjà. Oui, pas besoin d'avoir des Mais non. applications ou des choses comme ça. Besoin, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, de manière plutôt lente, par la bouche si on peut, assis, debout, comme on veut, mais on prend 5 minutes le matin, 5 minutes si on peut dans la journée, et 5 minutes avant, par exemple, de dormir. Ça change beaucoup de choses et on ramène vraiment notre organisme en parasympathique, qui est plutôt ce mode calme, serein et qui est vraiment très important. On revient sur le sommeil, scroller avant de dormir. Et non. Et pourtant, c'est une habitude qu'on a vraiment prise avec les écrans et qui est pas bonne parce que cette lumière bleue, elle excite énormément nos neurones et ça favorise pas toujours cet état parasympathique qui n'aide pas à l'endormissement. Ensuite, j'ai travaillé debout. Travailler debout, c'est bien travailler debout. Travailler en marchant, c'est encore mieux. Ah oui. Oui. Avec un petit tapis. Oui, ça sort, mais quand on peut pas, on peut pas. Mais en fait, c'est pas forcément travailler debout, c'est de prendre des pauses régulièrement et de bouger. C'est-à-dire toutes les heures, n'hésitez pas à aller voir le collègue d'à côté, de se lever de sa chaise, faire des petits squats, enfin des petits exercices. Vraiment, voilà, toujours lutter contre cette sédentarité. Parce que c'est pénible et frustrant d'être immobile devant son écran d'ordi pendant 8 heures. Donc justement, s'autoriser ces petits mouvements régulièrement. Oui. Ensuite, j'ai grignoté le soir devant la télé. Pourquoi pas de temps en temps? Ok. Faut se faire plaisir aussi. C'est ça. Et en se faisant plaisir, j'ai le dernier, prendre un verre après le travail pour se détendre. Un verre de quoi? Après le travail, souvent, c'est le verre de vin. Pareil, de manière occasionnelle. Occasionnel, du coup, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens occasionnels, c'est ça. C'est plusieurs fois par semaine. Juste, je rebondis parce que des fois, j'entends dire qu'un verre de vin au quotidien est bénéfique pour l'organisme. Oui, je l'entends très souvent. Voilà, aussi, par rapport au polyphénol. Pitié, non. L'alcool, de toute manière, n'est pas bénéfique pour l'organisme, surtout au quotidien. Ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie pour le métaboliser. Donc, de manière occasionnelle, je crois qu'il y a des recommandations, c'est moins de 10 verres par semaine. J'ai plus de questions. Est-ce que toi, tu veux faire un petit mot pour les gens qui nous regardent et nous écoutent? J'ai toujours envie de leur dire que s'ils ne prennent pas soin d'eux avant, ils ne pourront pas prendre soin des autres.
si eux ne sont pas en forme. Donc la priorité, c'est aussi de prendre soin de sa santé. Et ça se fait au quotidien, par ces gestes au quotidien que l'on fait, manger 3 fois par jour, dormir tous les jours, bouger tous les jours, voilà, respirer tous les jours. Juste j'ai envie de leur dire de penser à respirer et pour eux. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ces conseils. Et je conseille à tout le monde de lire le livre. Même pour les connaisseurs, ça fait une petite piqûre de rappel. C'est bien de l'avoir chez soi. Merci. Pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve au prochain épisode. À bientôt et prenez soin de vous avec Sonde Naturale. Merci beaucoup.